Salut à toutes et à tous, bienvenue donc pour ce nouveau point hebdomadaire de marché, donc du 10 octobre 2021, qui s'intitule Est-ce qu'il y a un risque de stagflation? Alors, je commence toujours la présentation par vous commencez à me connaître un peu par les disclaimers, hein. C'est quand même important de passer un petit peu de temps à les, voilà, à les regarder parce que l'investissement, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Donc voilà, soit vous vous formez, vous passez du temps, soit vous vous rapprochez d'un conseiller en gestion de patrimoine pour vous accompagner. Donc voilà, donc je vous mets aussi un extrait de mon broker, hein, entre 75 et 90% des investisseurs non professionnels perdent de l'argent en voulant tout faire par elles-mêmes. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite, on va rentrer dans le dur du sujet. Alors qu'est-ce que la stagflation? Donc la stagflation, c'est une situation d'une économie qui souffre simultanément d'une croissance économique anémiée, une croissance économique faible, et d'une inflation forte. Donc c'est en général c'est une situation qui est quand même assez rare, hein, parce que quand on regarde dans l'histoire, on a souvent soit des périodes avec une forte croissance et un peu d'inflation, soit on a des périodes de décroissance, hein, de récession avec de la déflation, donc une chute des prix, par exemple dans les années 1930, hein, la Grande Dépression de 1930. Donc des périodes, comme je le disais, de croissance avec de l'inflation, par exemple les 30 glorieuses, hein, après la Deuxième Guerre mondiale, bah, il y avait tout à reconstruire, il y avait de la croissance, mais il y avait aussi de l'inflation. Il y a aussi, on a même eu des périodes avec à la fois de la croissance et de la baisse des prix, notamment lorsqu'il y a des mouvements de révolution industrielle, lorsqu'il y a des ruptures technologiques. Mais il peut y avoir également des périodes, alors assez rares, où on a à la fois une croissance faible et de l'inflation forte. Alors, quand on regarde l'histoire récente, la période que à laquelle beaucoup de personnes pensent, où on a à la fois une croissance anémiée et une inflation forte, c'était dans les années 70, où on avait à la fois, après les 30 glorieuses, donc après voilà, 25 années de croissance très forte, bah, la croissance a fini par s'essouffler. Et c'est normal, on ne peut pas avoir une croissance infinie, il y a des phases du cycle où la croissance ralentit. Donc on a eu à la fois un ralentissement de la croissance conjoncturelle et structurelle, mais également une hausse de l'inflation suite au premier choc pétrolier. Donc ça, c'est un petit peu ce qui est relaté dans les livres d'histoire. Mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi la fin des accords de Bretton Woods où les États-Unis ont décidé de désindexer le dollar à l'or, ce qui a provoqué évidemment une baisse tendancielle du dollar par rapport à l'or et par rapport aux matières premières. Donc cet épisode de stagflation, donc pourquoi stagflation? Stag, ça vient de stagnation économique, donc croissance anémiée, et flation, ça vient de inflation, ce qui donne la stagflation. Alors la stagflation est un poison pour les économies parce que comme on a à la fois un chômage faible et une inflation assez élevée, si la banque centrale fait marcher la planche à billets pour contrer le chômage, bah, l'inflation va tendance à exploser. Et là, il y a un risque d'hyperinflation par la destruction monétaire. Si la Banque centrale, au contraire, arrête la planche à billets et monte les taux, il y a un risque de faire exploser le chômage. Donc pour rappel, à la fin des années 70, donc on a le patron de la Réserve fédérale, donc Paul Volcker, au début des années 80, qui a décidé d'en finir avec la stagflation et il a choisi de sacrifier quelque part un peu la croissance, le chômage, quelque part, c'est le chômage qui a été la variable d'ajustement, et il a monté les taux à quasiment 20%, les taux courts, hein, à 20%, pour tuer dans l'œuf l'inflation. Donc évidemment, si vous avez des taux à 20%, vous imaginez bien que ça ne sert plus à rien, malheureusement, d'investir, hein. Tous les produits, quasiment tous les produits proposés, soit par les influenceurs, surtout par les conseillers en gestion de patrimoine, deviennent plus du tout rentables, hein. Si vous avez 20% de taux d'intérêt, bah, les SCI, les SCPI, les actions, les matières premières, l'or, enfin, tous les produits immobiliers, tous les produits deviennent finalement, ça ne sert plus à rien d'investir. Et donc du coup, bah, vous avez beaucoup moins d'investisseurs,
vous avez la demande qui s'effondre, puisque faire un crédit à 20%, bah, faut se lever de tout. Et donc, du coup, bah, vous avez l'inflation qui baisse et un chômage qui monte. Donc, c'est ce qui avait été, c'était le parti qui avait pris les banques centrales à l'époque. Alors, pourquoi certaines nouvelles macroéconomiques laissent à penser qu'on pourrait avoir de la stagflation? Alors, on a eu plusieurs statistiques cette semaine. En début de semaine, on a eu l'OPEP qui, pour le moment, dans un statu quo, qui augmente vraiment de manière timorée la production. Du coup, on a le Brent et le WTI qui continuent à monter. Donc, on a une hausse encore des prix du pétrole cette semaine. Les prix du pétrole ont battu des records qu'on n'a plus vus depuis pas mal de temps. Et on rappelle, l'inflation officielle qui est publiée par l'INSEE, elle est toujours en retard par rapport au prix des matières premières et des matières énergétiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est ça qui est un peu inquiétant, qui inquiète un peu les marchés, aujourd'hui, on a une inflation aux États-Unis qui est à plus de 5%, une inflation en Europe qui est à quasiment 3%, en Allemagne on est à 4%, en France, ça y est, on a dépassé les 2%, mais on sait que cette tendance va continuer à augmenter. Pourquoi? Parce que les prix de l'énergie aujourd'hui, ils sont encore en train d'augmenter et la hausse des prix d'aujourd'hui, des prix de l'énergie d'aujourd'hui, bah, ça annonce la hausse de l'inflation dans les prochains mois. Donc les statistiques montrent que cette inflation ne sera pas forcément si temporaire que ça, d'après les nouvelles officielles de la Banque centrale américaine. Alors sinon, on a eu des nouvelles en zone euro, donc avec voilà, des indices market qui sont un petit peu au-dessus. Le gros point de soulagement pour les marchés, on en parlera, c'est l'accord au Congrès des États-Unis pour éviter un défaut de paiement. Donc, je vous avais dit de surveiller il y a une semaine ce point. Donc, bah voilà, donc les républicains et les démocrates se sont mis d'accord et ils ont repoussé en fait l'échéance pour le mois de décembre, pour la fin de l'année. A priori, il n'y aura pas de shutdown, il n'y aura pas de défaut de paiement aux États-Unis. Et enfin, il y a eu le vendredi 8 octobre 2021 les chiffres mensuels de l'emploi qui se sont révélés être nettement inférieurs aux attentes. Et donc là, c'est le deuxième volet. Je vous avais parlé de perspectives de remontée d'inflation. Là, on a eu une grosse déception sur les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Et ça, qui dit déception sur les chiffres de l'emploi aux États-Unis, c'est plutôt un marqueur négatif pour la croissance. D'où marqueur inflationniste avec la hausse des prix du pétrole et de l'énergie, marqueur négatif sur la croissance qui est le chômage aux États-Unis. Donc d'où baisse croissance, hausse de l'inflation, stagflation. Alors attention, je ne dis pas que ça y est, la stagflation est actée. Je dis juste que il y a des nouvelles économiques qui sont tombées cette semaine qui, quelque part, qui laissent entendre qu'il pourrait que le scénario de stagflation n'est plus forcément à exclure. Maintenant, ce n'est pas forcément un scénario qui est acté, ça peut toujours changer. L'économie est une science vivante. Si demain, lundi, la semaine prochaine, l'OPEP décide d'ouvrir grand les vannes de pétrole, on pourra avoir une chute du prix du pétrole. Et là, effectivement, le scénario de stagflation, disons, aurait un peu de plomb dans l'aile. Mais pour le moment, c'est vrai que c'est un scénario qui n'est pas à exclure. Alors le point positif de ces nouvelles, c'est que comme le chômage américain a déçu, les marchés se sont dit, bon, l'inflation, c'est pas encore un sujet, mais par contre, le fait que le chômage soit plutôt négatif, ça montre que la Banque centrale pourrait ne pas remonter les taux. Et ça, les marchés l'ont plutôt pris positivement. Donc voilà pour les nouvelles, un peu les grandes nouvelles macroéconomiques de la semaine. Alors on va passer maintenant à ce qui s'est passé sur la microéconomie et sur des scandales qu'il faut quand même surveiller de près. Alors le premier, pour pas mal d'influenceurs, de personnes qui vont sur Facebook, WhatsApp, Instagram, il y a eu une panne géante chez Facebook. Durant plusieurs heures, tout le réseau était à plat. Donc ça a fait chuter évidemment la valorisation de Facebook, mais ça montre aussi que le risque systémique, il n'est pas nécessairement que sur la finance et la banque, mais il peut toucher aussi les réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a Facebook, mais une grande partie des métiers aujourd'hui reposent sur Internet et les réseaux sociaux. Et donc si jamais vous avez, mettons, YouTube par exemple qui tombe,
vous avez quand même beaucoup de métiers qui tournent autour de ça, qui tombent aussi. Donc c'est un risque qui n'est pas à négliger. Alors deuxième gros sujet, c'est ce qu'on appelle les Pandora Papers. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu, il y a eu des révélations hein, d'un consortium de journalistes qui ont montré que bah, là encore, il y a eu pas mal de personnes fortunées qui ont mis en place un système en fait pour faire de l'évasion fiscale, pour faire donc via des sociétés écrans, pour faire échapper, pour sortir de l'argent en fait qui était imposable de leur pays dans lesquels ils résident. Et malheureusement, bah, ça touche encore de grandes personnalités hein, du monde du spectacle, des politiques, des grands patrons voilà, qui ont encore qui ont un peu détourné de l'argent pour éviter de payer de l'impôt dessus. Donc ça c'est quand même un risque qu'il y ait une montée de la colère populaire. Hein. D'un côté, on dit aux gilets jaunes qu'il faut se serrer la ceinture, que pour la planète, voilà, il faut consommer moins d'essence pour la planète. Et de l'autre, on a voilà, des personnes qui vivent, voilà, qui vivent de manière indécente, on va dire, et qui en plus mettent énormément d'énergie pour détourner de l'argent des impôts. Et ça peut générer vraiment une forte colère populaire. On parle quand même de 10 000 milliards d'euros qui ont échappé aux impôts dans le monde. Hein. C'est énorme, hein. 10 000 milliards, c'est 5 fois la richesse produite par la France. C'est quasiment le PIB américain. Donc c'est énorme, on parle vraiment voilà, de quantité d'argent phénoménale. C'est pas quelques millions là. Donc ça, c'est quand même aussi un problème. Et enfin, autre problème qui arrive, ce sont les scandales à répétition à la Fed. Hein. Je rappelle la réputation de la Fed déjà ternie par les investissements des présidents régionaux, donc Eric Rosengreen et Robert Kaplan, n'a pas été grandie. Et on a eu quand même, d'après Bloomberg, quand même, donc Bloomberg c'est quand même un journal, enfin c'est quand même un site d'information qui est reconnu, hein, que c'est pas un générateur de fake news. Apparemment, le vice-président de la Fed, hein, de la Banque centrale américaine, aurait transféré des millions de dollars de placements obligataires vers des placements en actions. Donc il a fait des paris avec son argent personnel juste avant que Jérôme Powell, donc le patron de la Fed, ne fasse état d'une action hein, de la Fed, donc la planche à billets, pour contrer la crise sanitaire. Et quand même, quand on est vice-président de la Fed, on sait très très bien qu'en achetant des actions et qu'après, en sachant que le lendemain, la Réserve fédérale, le patron de la Réserve fédérale va annoncer de la planche à billets, il savait très très bien que ça allait faire monter les actions. Donc ça, c'est encore un scandale qui montre qu'il y a vraiment deux sphères. Hein. On a la sphère finalement des puissants, des politiques, des grands patrons, voilà, des gens qui peuvent faire quasiment tout ce qu'ils veulent, qui sont un peu au-dessus des lois. Et puis on a la masse, la population, bah, qui elle doit respecter des lois, hein, le pass sanitaire, les vaccins, aujourd'hui on a entendu hein, les limitations de vitesse avec la généralisation des voitures banalisées pour traquer les gens qui font des excès de vitesse. Alors je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, hein. La sécurité routière c'est quelque chose d'important, tout comme la lutte contre le coronavirus. J'ai pas de problème avec ça. C'est juste que les gens, ce qu'ils voient, c'est qu'on a d'un côté des lois, des règles contraignantes, restrictives qui s'appliquent à la population et des passe-droits, on va dire, qui s'appliquent aux personnes qui sont fortunées. Et ça, c'est quand même un risque. Voilà, c'est un risque quand même à moyen terme qu'il ne faut pas négliger. Je rappelle, l'Allemagne à la fin des années 20 était très corrompue. On avait, la République de Weimar, c'était, les politiciens, voilà, s'il y avait de la corruption à tous les étages. Et malheureusement, on a vu comment ça s'est terminé. Voilà, donc, espérons qu'on n'en arrivera pas là. Alors, c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet, c'est quand même de parler des marchés. Mais bon, je voulais faire cette parenthèse parce que c'est quand même un risque aussi pour les marchés. Alors d'abord, on voit que suite un petit peu aux événements de la semaine dernière, hein, les taux continuent à se tendre. On a un taux français OAT 10 ans qui approche les 20 points de base, hein, 0,20%. Et en corollaire, on a les placements obligataires qui baissent, hein, qui continuent à baisser.
On voit qu'on est dans cette tendance baissière là, en dessous de cette droite oblique. Et donc du coup, bah, effectivement, donc, toutes les personnes qui placent de l'argent dans des obligations, bah, elles perdent un petit peu en capital. Alors le CAC 40, bah, voilà, il s'est passé un, voilà, le CAC 40 a été, il est toujours dans son canal baissier de moyen terme entamé début août. Donc on a tenté encore, il y a eu une tentative baissière, hein, les vendeurs ont tenté de faire chuter le CAC 40 en dessous de 6400 points, mais on a eu une très très belle réaction des acheteurs, hein, à 6400 qui ont racheté l'indice, et les investisseurs ont profité du soulagement sur la dette américaine, hein, pour racheter de l'indice, et on a eu le CAC 40 qui est remonté en milieu de semaine avant une petite correction, une petite consolidation à la fin de cette semaine. Donc pour le moment sur le CAC 40, rien à noter, on est toujours dans une configuration de consolidation de moyen terme, hein. Tant que les 6400 points tiennent, il n'y a pas de risque, disons, de chute majeure. Et pour le moment, il n'y a pas encore de velléité de revenir vers les records des 6900 points tant que la zone des 6666 points, 6700 points n'est pas franchie à la hausse. Même combat pour le Dow Jones, hein. On a le Dow Jones pareil, hein, qui a fait une incursion en début de semaine sous les 34 000 points suite à la peur de la montée du pétrole, l'inflation, le shutdown, hein, la dette aux États-Unis. Et puis les investisseurs ont été rassurés, ils ont racheté, hein, l'indice américain, mais celui-ci bute quand même sur ce double rideau de résistance, hein, 35 000 et 35 500 points. Donc pour le moment, moi je suis neutre sur le Dow Jones tant que 35 000 et 35 500 points ne sont pas franchis. Pareil, hein, à la baisse, pour le moment, on a le support des 33 500 est acheté, hein, il est acheté par les investisseurs. Donc pour le moment, on est dans une situation finalement de remontée graduelle de la volatilité avec des indices américains qui font du yo-yo. Alors sur la Chine, donc la Chine, on a un petit soubresaut, hein, les indices chinois évoluent dans un canal horizontal coiffé par une résistance baissière depuis mi-août, et on a vu cette semaine que bah, l'indice chinois s'est extrait du canal, hein, et il se situe à peu près à 400 points, donc à peu près 2% au-dessus de la résistance horizontale, hein, la borne haute du canal, et de la résistance baissière, hein, de la droite descendante. Donc ça c'est plutôt, voilà, plutôt favorable, plutôt positif pour les indices chinois. Alors attention, hein, faut pas faire de all-in, hein, sur la bourse chinoise, hein. Ça peut être voilà, on n'est pas à l'abri de nouvelles du gouvernement chinois, donc attention, hein, si la Chine vous intéresse, si vous voulez voilà, investir, rapprochez-vous de votre conseiller, ou alors enfin, voilà, formez-vous sur le marché chinois. Alors côté des métaux précieux, bah, l'or voilà, tente un peu un rebond, hein, sur la zone des 1730, 1750 $. Pour le moment, il n'y a rien de spécial à noter, hein, tant que la zone des 1830, 1850 $ n'est pas franchie. Pour le moment, l'or est en consolidation. Pareil pour l'argent, il est soutenu par cette zone, cette forte zone de support des 21,50, 22 $ l'once, mais il peine à s'extraire, hein, de cette résistance baissière, hein, depuis quand même entamée depuis début juin, donc qui est cette droite rose sur laquelle il a du mal à franchir. Donc là, on a la volatilité sur l'argent qui tend à baisser, mais il faudra surveiller, hein, la sortie de ce triangle. Donc soit l'argent casse la zone, le support vert, et là on peut avoir une forte chute de l'argent en direction des 20 $ l'once, soit on arrive à casser cette résistance en rose, et on pourrait avoir des velléités de rebond vers les 25 $ l'once, voire au-delà. Et je termine donc par les crypto-monnaies, donc par le Bitcoin, qui lui pour le coup a cassé très franchement la grosse résistance des 50 000 $ pour un Bitcoin, et qui s'extrait un petit peu de son triangle de consolidation, hein, qui a commencé en avril, hein. Donc là on a
une forte cassure à la hausse, hein, puisque on vient tutoyer hein, les 55 000 dollars le Bitcoin. Et là, d'un point de vue graphique, il ne semble pas y avoir de grosses résistances jusqu'aux 60-65 000 dollars hein, qui correspondent en fait au maximum historique atteint par le Bitcoin en avril. Alors là encore, attention, hein, il ne s'agit pas de faire un all-in sur les cryptos, hein, il faut surveiller l'actualité. Le Bitcoin n'est pas à l'abri d'une forte correction si jamais les banques centrales, si on a une intervention du gouvernement chinois, d'un régulateur américain, voilà, il faut être très très prudent sur ce marché. Dans tous les cas, moi je conseille toujours à mes proches, dans tous les cas, de ne jamais mettre une partie trop importante du patrimoine dans les crypto-monnaies, comme dans tout autre actif. Il faut toujours être diversifié, hein. C'est vraiment, si j'ai un conseil à vous donner en public, c'est ne pas faire de all-in sur un actif. Toujours rester diversifié et avoir une approche plutôt patrimoniale. Voilà, donc bah écoutez, j'arrive à la conclusion de ce point. Donc, résumé hein, des tendances remarquables. La bourse chinoise donc, qui semble s'extraire par le haut du canal horizontal depuis entamé mi-août. Le Bitcoin qui s'extrait de son triangle entamé à la mi-avril, son triangle de consolidation entamé à la mi-avril et qui laisse entrevoir la porte vers des records touchés en avril. Par contre, voilà, les autres actifs, sans succès pour l'heure, ont tenté de casser leurs différentes résistances, mais pour l'heure, on est encore dans l'attente sur les autres grandes classes d'actifs présentées. Alors, point à surveiller, toujours hein, les réactions du nouveau gouvernement allemand face à l'inflation, qui est quand même au plus haut depuis 30 ans en Allemagne. Attention, donc c'est quelque chose à surveiller. Ça peut avoir un impact sur les décisions futures de la Banque centrale européenne. Suivre évidemment l'évolution des matières premières énergétiques et alimentaires, hein, qui tant qu'on n'a pas une décélération, une baisse des prix de ce côté-là, les anticipations d'inflation pour les prochains mois pourraient continuer à s'accroître. L'évolution du bras de fer sur le plafond de la dette, bah, c'est OK pour l'heure, voilà, c'est mis en stand-by, on a trouvé une solution qui va tenir transitoire, qui va tenir jusqu'à fin décembre. Donc ce point-là, il est à écarter. Et enfin, il va falloir continuer à suivre l'avalanche des publications du troisième trimestre et les vues que vont donner les patrons d'entreprise sur la situation économique de leurs entreprises pour les prochains trimestres. Voilà, bah écoutez, c'est ce que je voulais un petit peu annoncer sur ce point hebdomadaire. Donc, surveiller tout ce qui pourrait laisser entendre qu'il pourrait y avoir un risque de stagflation, donc baisse de la croissance, hausse de l'inflation. Donc ça, c'est vraiment, à mon sens, hein, les deux principales menaces pour les marchés. Donc la stagflation d'un côté, donc c'est le titre de cette vidéo, mais également tous ces scandales à répétition, hein, Pandora Papers, les délits d'initiés, enfin entre guillemets, à la réserve fédérale. Voilà, tout ça, il faut quand même surveiller un petit peu le développement de tout ça, parce que ça peut aussi avoir un impact sur une éventuelle colère populaire. Et ça, c'est jamais bon pour les marchés. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine et j'espère vous retrouver pour un prochain point hebdo dans une semaine. Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous et à bientôt. Salut tout le monde.